En 2010, les forêts tropicales ne couvraient plus dans le monde que 7% des terres émergées. 7 petits pourcents qui accueillent la moitié des espèces vivant sur notre planète. Les forêts tropicales sont d'une richesse fascinante et les relations entre les êtres qui les composent d'une grande complexité. En comprendre le fonctionnement global est un véritable défi et une nécessité pour ceux qui cherchent à les préserver. Face aux menaces qui pèsent sur l'avenir de ces forêts, la conservation de la biodiversité tropicale est devenue un enjeu planétaire. Mais ces écosystèmes sont encore mal connus et évaluer leur état de santé est une tâche difficile. Une des solutions envisagées est de trouver des espèces susceptibles d'être des indicateurs de la qualité de ces milieux. Nous sommes sur la montagne de Caux, en Guyane, à quelques dizaines de kilomètres de Cayenne. Ici, 1 hectare de forêt compte autant d'essences d'arbres que l'Europe tout entière. Benoît, Céline et Eddy cherchent un emplacement pour poser un piège. L'animal qu'ils veulent capturer n'est rien de moins qu'un jaguar. Plusieurs pièges ont été posés et la distance entre chacun d'entre eux doit être de 2 à 3 km. Là, on est par là, quoi. La caméra 3, on est à 2 km 6. Les pièges qu'ils utilisent ne présentent aucun danger pour l'animal et sa capture ne sera que photographique. Ces pièges photos devront permettre d'estimer le nombre de jaguars sur la zone qu'ils étudient. Cette méthode a déjà fait ses preuves. Elle a été mise au point au Costa Rica il y a une dizaine d'années. Là, on met en place la première étude sur le nord de l'Amazone. On n'a aucune donnée de densité de jaguars dans cette région, donc ni Guyane, ni Suriname, ni Guyana, ni Para au Brésil, Amapá, Amazonas, tout ça, c'est des endroits dans lesquels on n'a pas encore d'informations sur le jaguar. Donc, le premier résultat attendu, c'est quand même de compléter un très très gros trou sur la connaissance du jaguar, puisqu'on n'a pas d'informations dans toute cette région de l'Amérique du Sud. Et c'est pourtant là, dans ces vastes régions du nord du fleuve Amazone, que se trouve l'une des plus importantes populations du plus grand félin d'Amérique. Céline travaille pour le WWF en Guyane. Elle coordonne Species, un programme scientifique qui doit mettre en place des outils pour évaluer l'état de santé des forêts du plateau des Guyanes. Les forêts tropicales de cette région sont parmi les mieux conservées et leur préservation est une des priorités du WWF. Un des problèmes qu'on rencontre dans cette région, c'est un manque d'informations scientifiques. Donc avec l'association Quata, on a décidé de travailler sur le jaguar, la loutre et le tapir parce que ce sont des espèces qui ont besoin d'un grand territoire. L'homme exerce des pressions différentes sur ces territoires-là et donc on pense que ces espèces pourront servir de bons indicateurs de l'état de santé de ces milieux. L'association Quata se consacre depuis plus de 15 ans à l'étude de la conservation des espèces et des milieux naturels en Guyane. Eddy et Benoît rejoignent la zone choisie pour l'étude du tapir, au pied de la montagne de Caux. Pour le programme Species, 3 sites d'études ont été choisis, présentant chacun des degrés de dégradation différents. De ces 3 sites, celui de la montagne de Caux est le mieux préservé. Les pièges posés pour les jaguars sont ici indiqués en rouge. Pour le tapir, pas de piège photo. Une zone a été divisée en carrés de 1 km de côté. Dans chacun de ces carrés, il va falloir trouver au moins une preuve de la présence du tapir pour qu'il soit noté présent. Cette méthode, appelée présence-absence, donne des informations moins précises que les pièges photos, mais va permettre de couvrir pour le tapir une superficie comparable à celle des jaguars. Et donc on se rejoint ici d'ici une heure. Elle demande des jours de prospection et une bonne connaissance des habitudes du tapir.
Eddy rejoint une zone de savane. Généralement inondée en saison des pluies, ces milieux sont idéaux pour repérer les traces des gros mammifères. Ça, c'est des endroits qu'empruntent les animaux pour traverser les endroits découverts. Donc en fin de compte, ils sortent de la forêt ici. Ils rattrapent un autre îlot forestier un peu plus loin. Et dès qu'on a une distance qui n'est pas trop grande, ils ont l'habitude de passer là pour éviter d'être à découvert. Donc sur ce genre de passage, on a notre sorte d'animaux, on a du tapir, on a de la biche. On peut avoir aussi des félins. Là on le voit bien, on voit bien effectivement. C'est une belle trace, hein. On voit là déjà la taille qui est assez grande par rapport à ma main. Et on voit effectivement les 3 doigts du tapir. Donc on reconnaît, c'est assez spécifique, hein. Effectivement, on ne peut pas confondre avec un autre animal. Cette trace, je la relève au GPS et après je l'intègre sur l'inventaire de traces. Sur ce carré, l'indice de présence a été trouvé. Eddy se dirige vers le carré suivant. Le tapir est le plus gros mammifère terrestre d'Amérique du Sud. Cet herbivore joue un rôle clé dans la régénération des forêts, en dispersant les graines des fruits dont il se nourrit. Cet animal paye un lourd tribut à la chasse. En Guyane jusqu'en 2007, on pouvait trouver de la viande de tapir dans les restaurants ou en supermarché. Sa chasse n'était pas réglementée. Pourtant, avec au mieux un petit tous les 2 ans, le tapir reconstitue difficilement ses populations. Sur l'ensemble du continent, le tapir souffre également de la disparition de ses habitats naturels. Quittons un instant la forêt guyanaise pour le centre de recherche du CIRAD à Montpellier. Ces scientifiques observent les forêts tropicales vues du ciel à partir d'images satellites. Valérie Gon travaille sur une des 3 zones d'étude, celle de la forêt de Kounami. On est en bordure de forêt tropicale de Guyane. On voit ici les savanes, les fronts pionniers un petit peu partout, et puis donc les pistes forestières qui rentrent à l'intérieur du massif. Kounami est exploité en fait par les scieurs depuis de longues années, donc d'où la création de cette grande piste qui va jusqu'aux forêts suivantes. Et puis à l'intérieur, on voit ici toutes les trouées d'abattage. Donc toutes les zones qui ont été repérées comme effectivement ayant perdu de la biomasse, donc la perte de biomasse qu'on peut repérer par satellite. Destinée à l'exploitation forestière, la forêt de Kounami a été choisie parce qu'elle permettra de comparer les dégradations télédétectées par satellite aux indices de présence de tapir. L'intérêt d'utiliser la télédétection, c'est de pouvoir comprendre les mécanismes qui interagissent entre l'exploitation forestière, donc la dégradation, et les populations de grands mammifères, et de pouvoir, à partir de la télédétection, extrapoler sur d'autres zones. C'est-à-dire qu'on fait sur 3 sites, et l'intérêt de la télédétection, c'est de pouvoir aller sur plusieurs sites plus tard, une fois qu'on aura validé cette partie-là. En Guyane, l'exploitation du bois est gérée par l'Office national des forêts. C'est eux qui ont ouvert cette piste dans la forêt de Kounami pour permettre aux exploitants de travailler. Ici, pas de coupe blanche. L'ONF a mis en place une politique ambitieuse de gestion durable des forêts. Seuls 5 arbres sont coupés par hectare et cette parcelle aura 65 ans pour se régénérer. Malgré cela, les indices de présence à Kounami montrent clairement que les tapirs ont quasiment disparu des abords de la piste. L'exploitation du bois n'en serait pas la cause directe. Les pistes forestières qui ont d'abord été réalisées pour les exploitations forestières, elles sont utilisées de plus en plus et fréquemment par les chasseurs qui, équipés de 4x4, puis peuvent pénétrer profondément dans les massifs. Pendant longtemps, le gibier a constitué un apport important de nourriture pour une grande partie de la population. Aujourd'hui, la liberté de chasser est considérée par beaucoup comme un héritage culturel. Il n'y a pas de permis de chasse en Guyane. Toute personne âgée de 16 ans peut chasser. La chasse est ouverte de jour comme de nuit durant toute l'année. Cette législation peu contraignante a conduit à des excès dont tous mesurent aujourd'hui les conséquences. Quand on parle avec les Gangans ou les chasseurs, ils nous disent très bien que
qu'ils voient moins de choses qu'avant. Donc il y a aussi une sensibilisation qui se fait par rapport à ça. Ils constatent qu'il y a moins d'animaux qu'avant et du coup ils sont sensibles à ça, ils ont envie de préserver le peu d'animaux qui restent. L'avenir du tapir passe par une réelle prise de conscience des dangers qui menacent celui que l'on appelle ici le maï pourri. Guillaume travaille sur une plaquette d'information. Mode de reproduction, aire de répartition, régime alimentaire, ces quelques pages distribuées gratuitement vous permettront de connaître l'essentiel sur ce gros mammifère et sa fragilité. Le programme cherche surtout à toucher les jeunes générations. En Guyane, 50% de la population a moins de 25 ans, donc c'est important de faire en sorte que cette population ait de l'information, s'approprie son territoire, s'approprie les espèces qui y vivent, justement pour pouvoir préserver l'environnement de manière efficace. D'autant que dans ce sanctuaire de la biodiversité, les outils pédagogiques disponibles pour les écoles restent en grande partie conçus pour des élèves européens. Depuis quelques années, quand même, maintenant, il y a une production d'outils et d'ouvrages réalisés localement sur des espèces locales et qui servent également à faire de l'éducation à l'environnement dans les écoles, en parlant plutôt du tapir et du jaguar plutôt que de la poule et du renard. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire un mammifère ? Ce sont les écoliers d'aujourd'hui qui géreront demain l'extraordinaire richesse de la biodiversité guyanaise. Ouais, c'est ça. Et le tapir, c'est le plus gros mammifère de l'Amérique du Sud. Avec une population qui vit de plus en plus en ville, le contact avec la nature a tendance à se perdre. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Cette étude sur les mammifères est une occasion d'intéresser les enfants à ce patrimoine naturel, qui est sans doute un des meilleurs atouts pour l'avenir de la Guyane. On va finir avec une petite vidéo. Retour sur la montagne de Caux. Le déclenchement des pièges est commandé par des capteurs infrarouges qui détectent la chaleur en mouvement. Chaque semaine, les appareils photos sont démontés, vérifiés, les batteries et les pellicules remplacées. Partout où cette méthode est utilisée, les scientifiques disposent à peu près le même nombre de pièges pour une même durée. Les résultats des études doivent pouvoir être comparés d'une région d'Amérique à l'autre. En pratique, un piège photo ne couvre que les quelques mètres carrés entre les deux appareils. En théorie, la surface couverte par chaque piège dépend des capacités de déplacement de l'animal étudié. Les jaguars sont des grands félins, des grands prédateurs, situés donc en haut des chaînes alimentaires, et donc ils dépendent de toute une population d'espèces, de plus petites espèces dont ils vont avoir besoin pour se nourrir. Et donc en fait, comme tous les grands félins, comme tous les grands prédateurs, ils ont donc des territoires de chasse qui sont très très grands, puisqu'il faut qu'ils aient accès à toute cette ressource. C'est des espèces qui chassent très très peu à l'affût, c'est surtout des espèces qui vont beaucoup se déplacer pour aller effectivement elles-mêmes directement chercher leur proie. Plus un animal se déplace, plus ses chances sont grandes de passer devant un appareil photo. Pour le jaguar, chaque piège couvre une surface efficace de 3 km de rayon. Les 19 pièges suffisent à couvrir 275 km². Par contre, si cette méthode avait été utilisée pour les tapirs qui se déplacent beaucoup moins, chaque piège n'aurait couvert qu'une zone d'environ 1 km de rayon. Il aurait fallu au moins 20 fois plus de pièges photos. Les grands prédateurs comme le jaguar sont nécessaires à l'équilibre des milieux naturels. Ils évitent que certaines populations d'herbivores, de rongeurs ou de marsupiaux ne pullulent et ne détériorent la végétation. En Guyane, le jaguar se nourrit de toutes sortes d'espèces de mammifères et ajoute volontiers à son menu des poissons, des reptiles ou des oiseaux. Sa survie dépend du nombre de proies à sa disposition.
Si un milieu naturel se détériore, la quantité de proie diminue et les jaguars seront moins nombreux. Les densités de jaguars peuvent ainsi être d'excellents indicateurs de la santé des écosystèmes. Le troisième grand mammifère étudié devrait quant à lui donner des indications sur la qualité des cours d'eau. Les eaux douces de Guyane comptent presque 500 espèces de poissons. C'est 6 fois plus qu'en France métropolitaine. Dans ces milieux, le sommet de la chaîne alimentaire est occupé par la loutre géante. C'est sur le Kourou que Benoît, Guillaume et Céline partent à la recherche des signes de sa présence. Pour un œil exercé, les traces laissées par les loutres peuvent être nombreuses. Donc là on a des traces, donc c'est des animaux, juste un animal qui est passé, et ça c'est vraiment du marquage, donc ça c'est vraiment fait volontairement pour marquer son territoire. Et ça c'est des traces juste de passage, il y a un peu de grattage aussi ici, donc là c'est une zone sur laquelle elle s'est posée, et donc sur laquelle voilà, elle a intentionnellement marqué. Les loutres géantes le font aussi, et les deux espèces de loutres ont ce moyen entre autres ce moyen de marquage. Les premiers indices de présence ne sont pas ceux de la loutre géante, mais de la loutre néotropicale, une espèce plus petite. Il y a une place de repos par ici. Ah oui? Oui. Après, il y a des restes d'écailles de poisson, mais c'est pas frais, mais par contre, le sol a été dégagé. Il y a des restes de repas et d'écailles, là. Donc, mais par contre, là, elle est peut-être venue il n'y a pas très longtemps, parce que c'est dégagé ici. Donc, voilà, et c'est aussi un endroit stratégique dans un virage de la rivière. On est en hauteur. Elle domine le cours d'eau, donc c'est un bon endroit pour se reposer et marquer son territoire d'arête. Voilà. Sur un bois mort, écailles et autres restes de poissons, et juste à côté, des traces de griffes. Les loutres marquent également leur territoire en déféquant. Benoît effectue un prélèvement pour ses recherches génétiques. Quelques mètres plus loin, c'est une catiche qui est découverte. C'est dans ces terriers creusés dans la berge que les loutres abritent leurs petits durant les premières semaines de leur vie. Toute l'après-midi sera consacrée à scruter et à inspecter des kilomètres de berge. La nuit va tomber et l'équipe a trouvé un abri. Un vieux congélateur leur a indiqué l'emplacement d'un carbet de chasse. En hamac, à l'abri des bâches, c'est ici qu'ils passeront la nuit. Au programme de ce soir, dîner autour du feu. Moi, je scotchais, quoi. Il se faisait chauffer son café, il trempait dedans. Après une nuit de sommeil, les naturalistes reprennent la remontée du Kourou. La matinée passe sans la moindre trace des loutres géantes. Seule cette catiche abandonnée indique une présence ancienne de l'animal. Lors d'une mission prochaine, il leur faudra prospecter plus loin, en amont du fleuve. L'équipe allait faire demi-tour quand soudain... un couple de loutres géantes. D'après certaines estimations, des loutres comme celle-ci, il n'en resterait qu'entre 1000 et 5000 dans toute l'Amérique du Sud. La loutre géante d'Amazonie peut mesurer 1,80 m et peser 30 kg. Sa taille et ses canines imposantes lui ont valu le nom créole de tigre d'eau. Cette espèce était autrefois largement répandue en Amérique du Sud. Mais elle a disparu de vastes régions, massacrée pour sa peau, qui était exportée vers les pays du Nord. En danger d'extinction,
la loutre géante est aujourd'hui menacée par la déforestation de l'Amazonie. Le spectacle offert par ce couple devient rapidement suspect. Généralement, les loutres n'apparaissent que quelques secondes avant de disparaître dans les eaux. Lorsque l'une d'elles remonte sur la berge, le message est clair. Le couple a probablement des petits cachets là. Quelque part, il est temps de quitter les lieux. La Guyane possède un réseau hydrographique impressionnant. Et ce sont 1200 km de berges qui ont été prospectés. Sur les 12 cours d'eau étudiés, l'impact de l'homme a été évalué et comparé aux indices de présence. Depuis une quinzaine d'années, la principale menace qui pèse sur les loutres en Guyane, c'est le développement de l'orpaillage clandestin. Les sites d'orpaillage peuvent former de véritables trouées dans la forêt. En 2008, le WWF estimait à 800 le nombre de kilomètres de rivières polluées, touchant les villages amérindiens du sud de la Guyane. C'est la déforestation, c'est la pollution des cours d'eau par le mercure, c'est la mise en suspension justement de boue et de terre qui font que les rivières deviennent extrêmement turbides et que c'est particulièrement gênant pour un animal comme la loutre qui chasse à vue et qui donc a besoin de chasser en eau claire. Et de toute façon, en plus de ce problème de limitation des capacités de chasse, les eaux turbides, riches en matière en suspension, sont des eaux qui sont beaucoup moins riches en poissons. Donc il y a l'ensemble du milieu qui s'appauvrit. Nous retrouvons Benoît de Thoisy à l'Institut Pasteur à Cayenne. Depuis des années, il collecte des poils, des excréments, des morceaux de peau et de chair. Tout ce qui peut lui fournir l'ADN des animaux qu'il étudie. Ces échantillons viennent de Guyane, mais aussi d'autres pays d'Amérique du Sud. C'est dans l'ADN qu'est inscrit le patrimoine génétique de chaque être vivant. Et sur certaines portions de cette molécule géante, Benoît va étudier les différences entre des individus d'une même espèce vivant dans des lieux différents. Moins ces différences sont grandes, plus leurs ancêtres communs sont récents, et plus les échanges et les contacts sont nombreux. On remonte un petit peu dans l'histoire de l'espèce pour essayer de comprendre comment se sont mises en place les différentes populations, quels sont les liens qui peuvent exister en différentes populations, mais là on est vraiment à une échelle plus globale. Donc on sort un peu du cadre de la Guyane, on va travailler à l'échelle de la région, éventuellement même à l'échelle de l'aire de distribution entière de l'espèce. Vraiment d'essayer de comprendre au fur et à mesure, au cours du temps, au cours de l'histoire de l'espèce, qu'est-ce qui a fait que les populations se sont isolées ou que les populations au contraire restent en contact les unes avec les autres. Une population isolée est considérée plus fragile que les autres et doit faire l'objet de mesures de conservation spécifiques. Benoît a collaboré à une étude génétique visant 6 populations de tapirs. On a ainsi découvert que ceux de l'Amazonie péruvienne sont génétiquement plus proches des lointains tapirs de Guyane que de leurs voisins des contreforts des Andes. Dans ce cas, des milieux naturels différents sont un obstacle plus important que la distance géographique. En Guyane, la génétique doit entre autres permettre de comprendre les échanges entre les loutres des différents fleuves pour savoir si ces animaux sont susceptibles de recoloniser les zones d'où ils ont disparu. Non, il y en a un qui est de face et puis l'autre de profil. Guillaume et Benoît découvrent les premiers négatifs en provenance de la montagne de Caux. Au même endroit sont passés successivement Eddy, un chasseur de papillons, un oslo et un tapir. Comme prévu, les jaguars sont au rendez-vous. C'est ça, dehors. Les pièges ont photographié tout ce qui bouge et dégage de la chaleur, de jour comme de nuit. Ici, un agouti, une biche, un pakira, la silhouette d'un chasseur, des promeneuses en tongs, 2 agamis suivis d'un groupe de hocos.
Pour les scientifiques, les pièges photographiques apportent une foule de petites informations sur la richesse et la diversité d'un milieu naturel. Certaines de ces informations vont pouvoir être directement exploitables. Les pumas ont été nombreux à s'être fait photographier. Ce grand félin, encore plus mal connu que le jaguar, a des déplacements sensiblement équivalents à ce dernier. Il sera possible d'en estimer le nombre sur la zone étudiée. Pour Guillaume, il va maintenant falloir identifier les jaguars photographiés. La méthode des pièges photos ne permet de calculer de densité que si les animaux peuvent être différenciés un à un. Pour les jaguars, c'est relativement facile. On va identifier un motif bien précis. Là, par exemple, j'ai trouvé sur cet individu une ocelle qui ressemble à un cœur, suivi de 4 petits points. Là, quand j'ouvre une nouvelle photo, là, sur cet individu, là, voilà, je retrouve le cœur ici, suivi des 4 petits points, ce qui permet d'identifier cet individu. Sur la montagne de Caux, ce sont précisément 6 jaguars qui ont été piégés, pour 22 photographies. Les calculs statistiques porteront à 8 l'estimation du nombre de jaguars présents sur cette zone d'étude. Que ce soit sur la montagne de Fer, la forêt de Kunami ou la montagne de Caux, la technique des pièges photos révélera des densités d'environ 3 à 4 jaguars pour 100 km². Des chiffres similaires à ceux trouvés dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Pour les tapirs, l'étude génétique montre que la Guyane conserve une population saine de cet animal. Mais les recherches d'indices de présence confirment aussi que cette espèce est très vulnérable à la pression de la chasse. Sur la bande littorale, là où se concentre l'essentiel des activités humaines, le tapir est en net déclin et son habitat devrait continuer à se réduire. En Guyane, la population double tous les 25 ans, donc il y a une pression qui s'exerce au niveau de l'environnement, ce qui entraîne une perte d'habitat pour beaucoup d'animaux. Notre objectif est de faire en sorte que le développement de la Guyane se fasse en respectant l'environnement, justement. On constate de toutes les manières, au niveau du grand public et dans les écoles, un véritable intérêt, un engouement au niveau de l'environnement. Ils veulent avoir plus d'informations, plus de sensibilisation. Et d'ailleurs, les décideurs aussi intègrent de plus en plus les notions de développement durable dans les projets. Toujours menacée d'extinction, la loutre géante fait régulièrement l'objet d'une évaluation globale sur l'Amérique du Sud. Et malgré les dégâts causés par l'orpaillage, la Guyane apparaît comme la région où sa survie est la moins menacée. L'étude a montré que ces 3 grands mammifères et leur dépendance à leur milieu pourront à l'avenir servir à estimer la qualité des écosystèmes. Les méthodes testées par le programme Species ont d'ores et déjà commencé à être utilisées au Guyana et dans l'État de l'Amapá, au Brésil.